Merci Maxime pour la présentation. Merci à tout le monde d'être là ce matin. Je vais vous partager mon écran d'abord pour que vous voyez. Pendant que Séverine fait ça, je vais en profiter pour me présenter. Donc, je m'appelle Michèle Deschênes, je suis professeure à l'UQAR en enseignement professionnel, donc en psychopédagogie de l'enseignement professionnel. Je travaille avec Séverine depuis plusieurs années. Puis aujourd'hui, on va vous présenter un projet qu'on a mené ensemble durant la dernière année. Je suis Séverine Parent, je suis professeure en technologie éducative et en littératie numérique à l'UQAR au campus Lévis. On va vous parler rapidement du projet, puis n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure à les écrire dans le clavardage, on va les prendre à la fin. Durant les derniers mois, vous le savez, vous avez dû, si vous êtes enseignant, c'est comme un peu tout le monde, vous adapter à différentes modalités d'enseignement, d'apprentissage qui sont passées en ligne. Nous, on s'est intéressé à l'enseignement qui passe de formation, l'enseignement en présence qui passe à distance. Oh, bougez pas, je vais ajuster. OK. Une présentation, somme toute, de chercheurs classiques. On va vous présenter le projet VARS dans son ensemble pour que vous compreniez bien, pour vous partager l'objectif, ce qu'on visait là, documenter et mieux comprendre. Ce sera sous la forme de cartes portraits. On vous présentera les 4 portraits en détail. Puis ensuite, du côté de la discussion, on parlera des répercussions. Il faut mentionner que ce projet-là a été en partie financé par l'UQAR, le fonds FIR et par FADIO. Donc, on les remercie pour le soutien à la fois logistique et monétaire pour le projet. Donc, l'objectif du projet, c'était de documenter la variation de l'engagement d'enseignantes et d'enseignants selon ces différentes dimensions. Et ce qu'on sait sur l'engagement, c'est que ça fluctue. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est stable dans le temps. On peut voir des fluctuations. On a donc prévu un devis de recherche qui était cohérent avec ça. On a pris, Séverine, si tu veux passer. Oui. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a amalgamé des entretiens semi-dirigés avec un questionnaire baromètre. Donc, dans le premier entretien semi-dirigé, ce qu'on voulait savoir finalement, c'était un peu de contextualiser la posture de l'enseignant. Donc, sa posture pédagogique, mais aussi tout son contexte, ce qu'on devrait savoir finalement sur cet enseignant-là. Ensuite, durant 6 semaines, on a utilisé FOVEA, qui est un outil que Séverine et moi avons créé il y a quelques années maintenant. Ça permet donc de poser les mêmes questions de façon récurrente. Au départ, c'était pour les étudiants, donc pour sonder leur engagement, mais là, on l'a utilisé pour sonder l'engagement des enseignants. On a adapté les questionnaires. Et donc, chaque semaine, on leur demandait de nous expliquer un peu leur contexte en 3 questions. Le pourcentage de temps qu'ils avaient passé en présence des élèves, le pourcentage en ligne, synchrone et asynchrone. Puis après ça, on posait des questions sur les 3 dimensions de leur engagement. Donc, qui sont la vigueur, l'absorption et le dévouement. Et ensuite, on leur demandait d'expliciter un peu leur posture, en fait, leur état d'engagement. Donc, avec 2 questions. Une qui disait « Je me suis sentie particulièrement engagée cette semaine lorsque j'ai fait ceci. » Là, il y avait à compléter. Et à l'opposé, on leur demandait dans quelle occasion il aurait pu être plus engagé, donc selon quelles conditions il aurait pu être plus engagé. Et à partir des réponses qu'on avait, ça nous a donné un graphique pour chacun des enseignants. Puis c'est ça qui a servi de base pour le dernier entretien semi-dirigé. Donc on revenait un petit peu, on prenait un pas de recul, on disait voici le graphique qui représente ton engagement durant les 6 dernières semaines. Puis on va regarder ensemble les moments forts puis les moments les plus faibles aussi pour être en mesure d'expliquer un peu ce qui s'est passé. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ça nous a permis de collecter des données très, très riches sur ces 4 enseignants-là, qui sont des enseignants du territoire FADIO, donc du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Ça nous a permis de faire des liens entre les enseignants, mais aussi de voir ce qui changeait dans leur contexte ou dans leur pratique. Ça nous a permis de saisir la richesse et la complexité de chaque expérience que les enseignants avaient vécue durant cette période-là. Parce que même si leur contexte était très différent, ce qu'ils avaient en commun, ces enseignants-là, c'est d'avoir été obligés de passer en formation à distance durant l'année scolaire 2020 et 2021. Donc, comme Séverine a dit, on va vous présenter les 4 portraits. Le premier portrait, c'est Dominique, qui est une enseignante qui a une dizaine d'années d'expérience, qui est au primaire, donc c'est une classe multiniveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une très, très petite école. Donc, elle nous parlait d'une bulle école et pas d'une bulle classe. Là. Donc, s'il y avait un cas qui se déclarait dans l'école, tout le monde s'en allait à la maison. De façon générale, Dominique et ses élèves maîtrisaient les outils. Donc, elle savait beaucoup où chercher l'information, elle est en mesure d'aller, de se perfectionner elle-même. Elle était prête pour la formation à distance, elle est en mesure de créer du contenu multimodal.
Puis, comme je disais, là, elle, son contexte, c'était vraiment tout le monde à la maison ou tout le monde en classe. Ce que ça a eu comme changement dans sa pratique, c'est qu'il y a eu beaucoup d'ajustements. Donc, ce qu'elle disait, surtout, là, un des exemples qu'on a retenu, là, c'est qu'il faut que là, il faut que je sois très prête au quart de tour. Il faut que tout soit clair, surtout si on s'en va en asynchrone. Ma description de tâche doit être très claire. Donc, elle prévoyait aussi que ce qu'elle aurait pu dire si elle était avec les élèves, bien là, il fallait que tout soit consigné dans les plans de travail qu'elle envoyait. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'entre les deux entretiens, elle s'est adaptée justement. Elle choisissait mieux ce qui allait se faire en classe, ce qui allait se faire en mode synchrone et ce qui allait se faire en mode asynchrone. Donc, ça lui a permis de souffler un peu finalement. Ça lui a permis de développer des meilleures stratégies d'accompagnement auprès de ses élèves. Quand on a regardé ce qui influençait son engagement, bien, elle, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous a dit que ce n'était pas le fait d'être en classe ou à la maison qui avait influencé son engagement. Puis elle nous a dit que ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elle était capable de faire quelque chose de semblable à ce qui s'était passé en classe. Pas nécessairement mieux, mais semblable à ce qui s'était passé en classe. Le deuxième portrait, c'est Frédéric, donc qui est lui enseignant au secondaire. Une quinzaine d'années d'expérience. Il va faire 2 écoles pour combler sa tâche, puis il fait aussi des périodes de soutien techno-pédagogique. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il maîtrise très bien des outils, là, c'est en mesure d'aider ses collègues. Ce qu'il nous a dit, lui, c'est qu'il avait pu faire des pratiques avant qu'il soit obligé d'être à distance. Donc, il avait fait des pratiques avec ses collègues et avec les élèves aussi. Donc, ça lui avait permis d'être prêt. Bien qu'il maîtrisait les outils, un des problèmes qu'il y avait, c'est que dans les familles nombreuses de ce territoire-là, souvent le Wi-Fi ne tenait pas quand il y avait plusieurs élèves en même temps qui étaient à distance. Et comme il était au secondaire, lui, c'était une formule avec une journée à l'école, une journée à la maison. Ce qui fait que selon l'horaire, il se trouvait avoir des groupes plusieurs fois à distance, par exemple, plusieurs fois en ligne ensuite, d'autres groupes qui voyaient en alternance. Donc, c'était vraiment l'horaire qui venait dicter un peu le moment où il les voyait et la façon dont il interagissait avec ses élèves. Donc, et ce que ça a changé dans sa pratique, c'est que cette alternance-là, ça l'a amené à revoir et revoir et revoir sa planification dans plusieurs moments. Ça a aussi amené beaucoup de questions. Donc, il disait que ça lui avait amené à répondre à des questions des élèves, mais à d'autres moments, comme pendant les pauses ou parfois quand ils écrivaient le soir sur Teams. Donc, des élèves qui n'auraient pas nécessairement pris le temps d'écrire un courriel, mais qui en profitaient pour écrire sur Teams à des moments qui n'étaient pas toujours adéquats. Donc, ça a augmenté les communications, mais ça a aussi fait qu'il était plus en mesure de faire un suivi plus personnalisé auprès de ses élèves. Et malheureusement, il a dû abandonner certains projets qu'il avait prévus. Donc, il voulait faire des projets de robotique qui étaient tout planifiés, sauf que quand il voyait les élèves en classe, bien, certains d'entre eux n'avaient pas accès au matériel parce que les tablettes avaient été prêtées aux élèves qui n'avaient pas le matériel à la maison. Ce qu'il nous a dit sur la modification de son engagement, de la fluctuation, en fait, c'est que les moments où il était le plus engagé, c'est quand il savait ce qui s'en venait. Donc, quand il était prêt pour agir correctement, quand il avait eu l'occasion de se préparer finalement. Et au contraire, ce qui avait fait diminuer, c'est quand on ne prenait pas nécessairement les décisions. Donc, les décisions qui ont été imposées, qui apprenaient en même temps que les parents, en fait, qui apprenaient après les parents parce qu'ils étaient en classe pendant qu'il y avait les conférences de presse. Donc, c'est ça qui avait le plus influencé son engagement. Je vais laisser Séverine vous présenter le troisième portrait. Le troisième portrait, c'est celui de Gabi. C'est une enseignante qui a 15 ans d'expérience, qui est une spécialiste au secondaire et qui complète sa tâche avec différents projets parascolaires. Dans son contexte, les élèves n'ont pas accès nécessairement aux outils et à Internet haute vitesse ou, ce qu'elle nous dit, seulement au début du mois. Parce qu'il y a un moment où est-ce qu'on a pris toute la bande passante de l'Internet haute vitesse puis on est rendu sur Internet un petit peu moins rapide. Donc, pour elle, c'était une considération particulière là, de gérer le flux d'Internet. Dans les changements dans sa pratique, ce qu'elle nous dit, c'est que ça demande de l'ajustement, d'adaptation du temps et d'énergie. Je le regagne après à long terme, mais sur le coup, ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Elle nous dit aimer enseigner en ligne, que ça permet un meilleur lien avec certains élèves. Qu'elle répond aux communications comme Frédéric le soir. Elle dit le faire parce qu'elle ressentait de l'anxiété. On parlait des conférences de presse là, pendant les heures de classe. Elle, ce qu'elle sentait, c'est l'anxiété chez les élèves de savoir ou pas ce qui allait changer, comment ils allaient devoir s'adapter. Donc,
face aux différentes annonces, elle leur répondait pour les rassurer. Elle nous dit qu'en passant à distance, il y a toute une gestion des caméras qui s'avère un défi. Elle est au secondaire. La gestion de classe s'avère aussi un défi pour elle au niveau des cours Komodo, notamment lorsqu'elle a dû être à distance et donner un cours pendant que ses élèves étaient en présence avec quelqu'un d'autre dans la classe. Là, vraiment, on a senti là, un défi important à ce niveau-là. Elle a transposé ces documents en format numérique. Mais elle a gardé ses évaluations en présence. Au niveau de la variation de son engagement, ce qui a fait varier, c'est le ressenti du manque de motivation des élèves à apprendre au niveau des baisses, puis au niveau de l'influence, il y avait aussi la mise en contact humain. Ce qu'elle disait, c'est que quand j'arrive en présence, parce qu'on a documenté à la fois des semaines où est-ce qu'ils étaient en présence et à distance, elle dit quand j'arrive avec eux en classe, il y a un oomph qui arrive, il y a quelque chose qui se passe, puis ça fait augmenter mon engagement. Pas que c'est désagréable à distance, mais c'est mieux en présence. Notre quatrième portrait, c'est celui de Sandy. C'est une enseignante qui est pré-retraitée. Elle enseigne les maths en adaptation scolaire à deux élèves qui sont à distance. Dans son contexte, ces élèves ont peu accès aux technologies, à la fois l'outil numérique et l'ordinateur et Internet. Puis même et quand ils ont accès à ces outils-là, ils ont peu de connaissances pour les utiliser et peu de réseau autour. Les parents arrivent difficilement à soutenir l'utilisation, de l'exploitation, l'exploration de ces technologies-là. C'est une enseignante qu'on pourrait qualifier comme accueillante à présence et en ligne. C'est quelqu'un qui adore tisser des liens. J'ai envie de qualifier cette personne-là de humaine. Vous allez me dire qu'il ne l'est pas, mais elle l'est particulièrement. Ce qu'elle nous dit, c'est on est des profs, on est habitués chaque matin de rentrer dans une école, de voir du monde. Elle travaille à pallier le sentiment d'isolement social, mais aussi pédagogique, social de ses élèves, parce elle en a peu dans sa classe, puis ils sont délocalisés chacun dans leur maison, mais le sien aussi, son isolement pédagogique, on sent qu'elle aimerait davantage travailler en équipe. Avec l'arrivée de la pandémie, ça a énormément changé sa façon d'enseigner, elle se sentait expérimentée en contrôle. Elle a eu quelques années d'expérience, puis là, tout à coup, on sent qu'elle a dû beaucoup, beaucoup s'adapter. Elle a comme d'autres enseignants, d'autres portraits présentés, elle a des communications fréquentes avec ses élèves. Elle nous précise à toute heure du jour et de la nuit. Concernant la variation de son engagement. Oh! OK, elle le voilà arriver. Pour elle, ça a été un défi d'utiliser les technologies. Elle se débrouillait, mais elle a dû apprendre à maintes reprises. Elle s'est repris. Elle a dû contacter des gens pour la soutenir au niveau du centre de service scolaire. Je vous ai parlé de l'isolement pédagogique. Puis aussi, elle travaille avec des jeunes. Sandy, particulièrement avec des jeunes en adaptation scolaire, donc qui ont des défis. Donc, au défi pédagogique s'ajoutait le défi technique et le défi d'isolement. Elle a trouvé que c'était un bon défi. On voit ici la courbe là, plus basse au début et très, très haute à la fin. Sandy, c'est une enseignante qui est très enthousiaste. Ce qui a changé entre le premier et le deuxième moment, c'est que tous ces deux élèves ont eu accès à tous les outils technologiques auxquels ils avaient besoin pour pouvoir poursuivre leurs apprentissages. C'est ce qu'on a documenté dans la modification des pratiques et de la variation de l'engagement. On vous présente sous forme de discussion. On a travaillé fort à prendre ces portraits-là puis à en extirper la richesse. Il faut savoir qu'on s'intéresse à l'enseignement lorsqu'il passe en formation à distance. Aucun n'a mentionné que les répercussions de la pandémie avaient nécessairement eu des répercussions négatives sur l'engagement. Ce n'est pas un portrait global, mais ils ont été en mesure de cibler des situations ou des personnes qui influençaient leur engagement. Puis nous, on y croit, que c'est toute la richesse de notre projet qui fait qu'on comprend mieux des situations précises pour après ça comprendre davantage le portrait global des passages nombreux dans les derniers mois entre l'enseignement en présence et l'enseignement à distance. Le premier élément est au niveau de la planification. Le temps et l'effort requis pour l'adaptation constante aux modalités a été identifié par les enseignants avec qui on
auprès de qui on a collecté des données, ils ont mentionné deux personnes ont mentionné avoir travaillé plus de 60 heures pendant quelques semaines. C'est quand même un investissement en temps important. Ça a évolué aussi le rapport au temps et énergie entre les deux entretiens. Il y a une enseignante qui nous dit: je pensais que je pouvais les laisser travailler seuls, mais non, si c'était à refaire, je ferais plus de synchrone. Donc, toute l'idée de planification pédagogique, mais aussi de planification de modalités qui entre en compte à partir du moment où on est à distance. L'aspect de l'évaluation aussi était abordé. On vous étonnera peut-être pas en disant qu'il y a quelques questions qui restent en suspens concernant l'évaluation en présence et à distance. Il y a différents ajustements qui ont été faits, qui ont des répercussions négatives sur leur engagement, notamment l'usure et la frustration des gens qui nous disent qu'ils ont arrêté d'écouter les nouvelles. Ça, c'est un événement, ça, c'est particulier pour les enseignants parce que c'est pas tant de devoir s'ajuster qui a été un souci, c'est de devoir s'ajuster constamment. Juste passer. Donc, l'usure du personnel enseignant face aux ajustements successifs, dis-je bien, c'est un élément qui a été mentionné. Puis, s'ajoute à ça une espèce d'incompréhension des mesures. Les mesures étaient partagées dans les conférences de presse ou arrivaient du centre de service scolaire, mais quand les enseignants y adhéraient moins, il y avait une espèce d'incompréhension de pourquoi ça se passe comme ça, puis ça avait une influence sur leur engagement. Un autre élément qui a été mentionné, c'est les technologies. Les conditions technologiques ne sont pas toujours adéquates et ils impliquent des adaptations. Surtout au début, là, dans les premiers mois, il y a eu un accès assez limité pour les élèves. Puis on l'a vu dans le cas de Frédéric, le fait que les élèves accèdent aux outils à distance fait qu'en présence, il y en a un peu moins. Frédéric qui disait: moi, je ne peux plus faire de robotique, j'ai les robots, mais je n'ai plus les tablettes pour les faire fonctionner. Les enseignants deviennent à la fois un soutien technologique, mais aussi technopédagogique, et pourtant, ils ont été formés pour être un soutien pédagogique. Donc là, il y a différents chapeaux qui se cumulent du côté des enseignants. Une enseignante qui nous disait: il faut aborder la netiquette. Nous-mêmes, on n'a pas été formés, puis souvent, on réagit plus qu'on agit. Donc, on réagit à des situations plutôt que de former généralement ou d'y aller en prévention. Frédéric et Dominique, les deux nous mentionnent: nous, on a eu des pratiques, ça nous a aidés. Donc, c'est à garder dans le paysage. Puis, du côté technologique, ça peut soutenir les apprentissages, mais ça peut parfois être un frein. Deux personnes nous mentionnent, puis je pense que ça peut être particulier à la région de Fadio. Les familles nombreuses, là, c'est un défi particulier. L'accès aux outils puis l'accès à Internet, c'est un défi qui peut être un frein. Donc, la technologie ne soutient pas bien les apprentissages à distance ou pas toujours bien ou selon certaines conditions. Donc, il y a l'importance d'avoir les outils, les conditions pour bien faire leur travail pour les enseignants, mais aussi l'accès aux outils, à la formation et au soutien. Le troisième volet qu'on a exploré, c'est le rapport aux parents. Donc, évidemment, en faisant entrer l'école dans les cuisines, finalement, on faisait aussi entrer les parents dans la classe, ce qui avait pour effet de créer une certaine tension. Donc, les enseignants disaient: on essaie de s'ajuster, donc de leur permettre, par exemple, qu'ils puissent continuer à travailler en télétravail parce qu'eux aussi avaient cette réalité-là. En même temps, ça crée une tension parce qu'eux, ils veulent rester quand même en communication avec leurs élèves. Ce que ça a amené aussi, c'est que il y a certains parents qui étaient très présents et d'autres qui ne l'étaient pas du tout. Donc, il y avait une espèce de soutien variable des parents, ce qui fait en sorte que parfois, il y a des parents qui allaient jusqu'à commenter le travail des enseignants pendant la classe. Il y a des parents qui ne semblaient pas nécessairement valoriser les activités pédagogiques qui étaient prévues. Et le quatrième volet, c'est la perte de l'expérience scolaire et sociale. Donc, évidemment, pour les élèves, donc ce que les enseignants disaient, notamment Sandy, là, qui disait: moi, j'ai l'habitude de faire des midis où tous les élèves qui ont envie de venir dîner dans la classe peuvent venir dîner avec moi, mais ça n'a pas été capable de reproduire ça de façon satisfaisante pour elle en ligne. Mais ça a aussi amené une certaine perte de l'expérience, le sentiment d'isolement pour les enseignants également. Donc, un sentiment d'isolement social, l'idée de rentrer dans l'école le matin, de voir plein de monde, de voir ses collègues, d'échanger de façon plus informelle, mais aussi le soutien pédagogique qu'on peut avoir quand on sort d'un cours puis on dit: ouf,
ça n'a pas été comme je pensais, toi, tu aurais fait quoi ou je ne sais pas quoi faire avec cette situation-là. Donc, il y en a qui ont dit qu'ils s'étaient sentis un peu isolés, pédagogiquement parlant aussi. Et là, bien évidemment, on a documenté ce qui a changé, mais sur une note plus positive, j'ai envie de vous parler un petit peu de ce qui n'a pas changé. Donc, moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que tous les enseignants avec qui on a parlé nous ont dit qu'ils avaient tous été en mesure d'atteindre leurs objectifs quand même. Donc, ils ont dû faire des compromis sur la façon d'atteindre leurs objectifs, mais les apprentissages ont été faits quand même. Puis évidemment, ben, c'est un portrait. Donc, ce sont 4 enseignants avec qui on a parlé. On a fait sortir quelques éléments, mais d'un côté plus positif, il y a des enseignants qui nous ont dit que ça leur avait permis d'entretenir des relations peut-être plus, d'avoir des liens plus aisés avec des élèves, certains élèves, notamment ceux qui sont plus timides en classe. Donc, ça avait aussi amélioré la qualité de vie des enseignants qui disaient, ben, je prenais pas le temps d'aller prendre une marche le midi, mais là, en étant toute seule à la maison, je peux me permettre de le faire. Je vais laisser le mot final à Séverine. On doit dire que les données qui sont présentées l'ont été auprès d'enseignants qui sont engagés. Donc, c'est des enseignants. On faisait une recherche sur l'engagement. On a fait un appel à tous dans Fadio. Puis les gens qui ont levé la main, on était nécessairement engagés. C'est des enseignants qui avaient envie de se perfectionner, de se qualifier. Les gens nous disent, on a fait des pratiques, on s'est pratiqué. J'en ai parlé avec des collègues, le lien avec la direction, tout ça a été documenté. Ça nous a permis de documenter leurs variations, mais aussi de le qualifier. On voit dans notre projet à la fois une pertinence scientifique où est-ce qu'on documente en profondeur. On a 4 cas, mais on a 4 cas très, très riches qui nous parlent de leur enseignement et de l'apprentissage à distance qui a modifié leur travail. Je pense on pense que les portraits qu'on a présentés aujourd'hui complètent de nombreuses études qui ont été faites dans les derniers mois, des études un peu plus quantitatives. De notre côté, on a lié et le qualitatif et le quantitatif et le qualitatif pour faire parler ces données-là. Donc, on y voit toute la richesse. Il y a assurément une pertinence sociale. Puis c'est là peut-être que ça atterrit davantage dans vos cours, celles des directions, des professionnels, des enseignants engagés. Le fait que les directions d'établissement peuvent soutenir davantage l'engagement du personnel enseignant en s'attardant au point qu'on vient de présenter, à la fois les aspects technologiques voyons, ça donne une minute, les 4 aspects qu'on vient de présenter, à la fois la planification, soutenir la planification des enseignants, soutenir les technologies. Quand vous parlez, Fadio, le point des familles nombreuses, je ne pense pas qu'on aurait documenté la même chose si on avait été dans une autre région. Le regard des parents, Michel le disait, les parents sont présents de différentes façons, puis ils sont accueillis de différentes façons par les enseignants aussi. C'est un aspect qu'il faut réfléchir, puis qui n'avait pas nécessairement jusqu'ici été nommé. Puis au niveau de la perte de l'expérience enseignante, je pense que notre recherche permet de qualifier, de mettre des mots et d'illustrer des éléments qui probablement ont lieu d'être dans vos classes. Donc, on espère que ce sera une piste qui va influencer le soutien de l'engagement dans les prochains mois, que selon ces différentes modalités, que ce soit en présence, en ligne ou dans un mode hybride. Merci beaucoup, Michel et Séverine. Il nous resterait peut-être quelques petites minutes s'il y a des interventions du public. On aurait un petit 2-3 minutes s'il y en a qui veulent intervenir directement à micro ouvert. Je vous donne la permission de lever la main. Peut-être qu'on peut prendre les questions. Là. Il y a Christelle Gilbert qui nous écrit dans le clavardage. Cet échantillon me semble tellement loin de la réalité de la grande majorité des enseignants et enseignantes. Que peut-on conclure avec 4 cas d'espèces pour comprendre ce que les enseignants vivent en majorité? C'est ça. Je pense qu'on a placé les choses. Là. Ce qu'on voulait faire, nous, c'est une méthode mixte alliée Cali et Canty, ce qui fait qu'avec la méthode qu'on avait, entretien, questionnaire baromètre et entretien, les livres de méthode de recherche vont dans ce sens-là. On ne peut pas faire une recherche comme ça, à moins d'être méga subventionné, avec des centaines d'enseignants. Ce qui est l'avantage de notre recherche, c'est qu'on a pu creuser. On a à la fois un entretien de départ, des questions qui sont entrées dans un tableau de bord qu'on a présenté aux personnes participantes et un entretien de fin qui permet d'aller qualifier et de creuser. Vraiment, c'est la richesse de la qualité
des éléments qu'on a collectés qui font l'avantage de notre recherche. Puis, on n'a pas la prétention que c'est transférable à l'ensemble de la pointe gaspésienne ou du Québec, loin de là. Je pense que notre recherche nous permet de mettre le doigt sur certains éléments auxquels il faut porter attention, qui sont explicités d'une certaine façon dans notre contexte. Puis, je pense que c'est le propre de la recherche qualitative que d'aller qualifier la réalité qui se passe. Mais non, je pense pas que notre prétention était de faire du transfert provincial. Merci, Séverine. Il y a une dernière question, si vous voulez y répondre. Avez-vous songé à une méta-analyse incluant d'autres recherches puisqu'il y en a eu plusieurs sur le thème? Dans notre paysage, on fait des recensions d'écrits systématiques. C'est le dada de Michel dans lequel j'ai aussi j'ai participé. Méta-analyse, dans le fond, il y a un défi important. On n'a jamais osé aller jusque-là. Michel? Non, en fait, ce qui est intéressant des méta-analyses, c'est que ça fait un portrait vraiment très général de tout ce qui s'est fait. En même temps, la critique qu'on peut en faire, c'est qu'on parle justement tout le contexte. Donc, on parle le contexte de chacun des cas. Donc, tu sais, ça fait des beaux chiffres, là. 800 000 participants au travers 52 recherches. Ceci dit, ça dépend de ce qu'on regarde de façon plus précise. Ce qu'on fait durant les revues systématiques, ça nous permet justement d'aller dresser le portrait, mais on aime bien aussi la partie plus qualitative qui permet de s'intéresser vraiment à chaque humain derrière ces expériences-là. Je pense que vous avez une sous-question, M. André Loisel. Oui, en fait, j'adore vos 4 cas, là, c'est super intéressant. Par contre, les meilleures méta-analyses, dans le fond, épurent les cas selon des standards qu'ils se fixent. C'est que j'ai comme l'impression qu'à quelque part, on pourrait avoir une super belle méta-analyse. N'oubliez pas, Chronicles of Higher Education a tellement publié sur des articles, justement, sur l'effet de la pandémie sur les enseignants. Il y aurait de quoi aller chercher, puis on pourrait faire un constat peut-être plus nord-américain, même international. On a des amis de la France qui sont impliqués avec nous autres, donc on peut aller chercher aussi des belles données. Mais bon, c'est juste que moi, j'adore les belles méta-analyses, mais c'est sûr que lorsqu'ils ne filtrent pas les recherches, là, tu as raison, là, c'est des chiffres pour des chiffres. En fait, il y a une recension qui va sortir prochainement, qui n'est pas une méta-analyse, mais qui pourra peut-être vous intéresser, de Thérèse Laferrière, Séverine, Madame Barma et moi, qui va traiter d'engagement, mais plus du côté des élèves, en partie durant la pandémie. Donc, je vous tiendrai informé. Merci beaucoup, M. Loisel, votre question. Michel, Séverine, merci pour votre présentation. C'était le projet VALS, variation de l'engagement du personnel enseignant en contexte pandémique. Voilà, merci beaucoup à vous deux. Maintenant, c'est l'heure, 9h33. On est quand même dans les temps pour notre deuxième présentation, cette fois-ci qui se nomme « S'affranchir d'un guide de stage, pratique de collaboration pour le développement d'un environnement numérique » et ce sera présenté par Lucie Dionne, professeure à l'UQAR, ainsi que Mme Chantal Desrosiers, technopédagogue. À vous la parole. Bonjour, je suis là. Est-ce qu'on me confirme qu'on m'entend bien? Oui, très bien. Très bien. Chantal, tu vas apparaître aussi. Je partage mon écran. D'accord, vas-y. Écran, non, l'écran pas partagé. Oui. Un instant. Pas parce qu'on se pratique qu'on l'a, hein? En attendant que Lucie parte, je vais me présenter. Chantal Desrosiers, technopédagogue. Je suis présentement gestionnaire chez TFO pour les cours en ligne en francophone en Ontario. Et c'est un projet qu'on a commencé à l'été passé et qui a s'est continué jusqu'à récemment, jusqu'en janvier. Arrive, Chantal. Voilà. C'est parfait. On l'a. Oui. Bon, alors c'est parti. Bonjour, oui, je suis Lucie Dionne, je suis professeure et coordonnatrice des stages au baccalauréat en enseignement professionnel à l'UQAR. Chantal, merci, tu viens de te présenter. Alors, on ne vous présente pas tant un projet de recherche traditionnel, c'est plutôt un projet de développement pédagogique qui a été financé par le Service de la pédagogie universitaire de l'UQAR et par FADIO grâce à un appel de projet de partage de pratiques.
Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser vraiment aux pratiques de collaboration, à la collaboration qui s'est installée entre une technopédagogue, Chantal, et moi, qui est superviseur de stage et qui avait des besoins dans un programme de formation à l'enseignement offert déjà entièrement à distance. Alors, c'est un projet d'ingénierie pédagogique qui a permis de modifier de manière importante un environnement Moodle, soutenant une part distancielle et asynchrone d'un dispositif de formation hybride, et nous en avons documenté toutes les étapes. Alors d'abord, quel est le potentiel intérieur d'un tel projet qui s'inscrit, on va le dire quand même, dans un milieu universitaire? D'abord, tous les outils numériques qui sont sollicités pendant le projet sont présents dans la plupart des ordres de formation universitaire, collégiale, FP, FGA, FJJ. Donc, les outils dont on va vous parler et les méthodes de collaboration s'appliquent partout, je pense. Et c'est ce qu'on regarde surtout. Comment on a travaillé ensemble, Chantal et moi, pour arriver au résultat final. Ensuite, il est question d'un dispositif de supervision de stage hybride. Donc, toute personne qui supervise ou qui fonctionne dans un programme professionnalisant dans lequel il y a des stages dans les milieux de pratique, elle peut y trouver son compte aussi ou avoir de l'intérêt pour comprendre un peu comment nous réussissons à superviser des stagiaires qui sont répartis sur l'ensemble du territoire québécois, tout en demeurant à Rimouski. Alors, d'abord, voyons un peu plus le contexte, justement, des stages du programme de BEP, de baccalauréat en enseignement professionnel. C'est un programme offert à l'UQAR entièrement en FAD asynchrone, sauf pour les stages 1 et 2, qui, eux, sont en format hybride. Donc, il y a des activités à distance asynchrones et synchrones et des visites de supervision dans les milieux de pratique. Et cela pré-pandémie. Ce n'est pas la COVID qui est venue modifier ça. Le dispositif était tel quel avant. Pour le dernier stage de formation, il a le même dispositif, sauf qu'il n'y a plus de visite dans les milieux de pratique. Le dispositif de formation lui-même, il est fermé, c'est-à-dire qu'il est développé par le module d'enseignement professionnel dans un contexte d'approche-programme. Les activités, les objectifs, les grilles d'évaluation, tout est déjà prévu et fourni à l'équipe des superviseurs de stage dont je fais partie. Je supervise des stages. Les outils numériques disponibles et utilisés sont d'abord Moodle, qui est central. Ensuite, les outils de la suite Office 365 et finalement Panopto, dont il sera moins question, mais qui est un outil où on peut échanger des vidéos et surtout les annoter tant par le superviseur de stage que par les étudiants. Alors, à l'origine du projet, il y avait des problèmes, et je parle au jeu, c'est moi qui ressentais des problèmes, face d'abord au guide de stage et des documents proposés durant la formation qui est entièrement sous une forme PDF. Donc, il y avait des redondances, des consignes données sur Moodle qui se contredisaient parfois dans le guide. Il fallait ajuster les choses ou préciser sur Moodle. Ensuite, la mise à jour de ces documents-là était très fastidieuse, tant pour la personne en charge du cours pendant le cours que pour communiquer à l'équipe par la suite. Il y avait des productions de gabarits à répétition pour les utilisateurs. À chaque fois qu'il y avait des grilles qui devaient être complétées ou des tableaux ou des grilles d'évaluation, il fallait toujours les produire en document Word pour les sortir. Bref, une espèce de structure figée dans un environnement Moodle que je jugeais exploité de manière très limitée. Et dans un cadre de stage comme ça, à quoi sert Moodle? Il a un rôle essentiel pour soutenir la part distancielle du dispositif de formation hybride. Je dis Moodle, mais en fait, c'est l'environnement numérique quel qu'il soit. D'abord, le Moodle peut servir à soutenir les fonctions de la personne superviseure, pas peu, doit. La personne superviseure va accompagner, va faire des liens théorie-pratique, va évaluer et va gérer l'ensemble du stage, autant les rendez-vous que la correction des devoirs et les réponses aux stagiaires. Ensuite, l'environnement Moodle est là pour supporter des outils médiatisés, pour communiquer, multidirectionnel entre la personne responsable du cours, les étudiants entre eux. Il peut informer aussi, une communication unidirectionnelle. Il va soutenir, il va permettre aux stagiaires d'être évalués et de s'auto-évaluer, de se gérer et de collaborer. Et finalement, cet environnement-là, à partir des outils médiatisés, peut permettre des activités d'apprentissage qui vont générer des transformations ou des effets de différentes natures sur les apprenants. D'abord, des transformations de nature réflexive. C'est un stage. Alors, le lieu de l'environnement Moodle, ce qui s'y passe peut permettre de réfléchir sur ses pratiques, sur son développement professionnel.
Il y a aussi des transformations de nature praxéologique, c'est-à-dire qu'en analysant ces pratiques d'enseignement grâce à la vidéo, par exemple à l'aide de Panopto, le stagiaire peut reproduire ou modifier ces pratiques d'enseignement. Il y a des transformations de nature relationnelle entre les stagiaires, entre eux qui se côtoient et qui échangent, et dans une moindre mesure aussi des effets sémio-cognitifs où on parle de construction de nouvelles connaissances, mais moindres, parce qu'un stage, c'est vraiment le transfert d'un bloc de cours théorique vers la pratique et la réflexion de tout ça. Donc, il n'y a pas tant d'apprentissage de contenu nouveau. Les objectifs du projet de développement pédagogique étaient donc de développer un environnement Moodle intégrant la médiatisation et la médiation des activités d'apprentissage et de supervision pour le substituer au guide de stage PDF de 50 pages. Il s'agissait aussi d'implanter et d'expérimenter le dispositif dans un cours avec les stagiaires à l'automne 2021, ce qui a été fait. Nos modalités de collaboration à Chantal et moi, d'abord, dès le départ, première rencontre 24 juin 2021, nous avons créé un dossier partagé intégrant tous les documents disponibles pour notre travail et tous les documents de stage que j'avais sur OneDrive. Chantal a développé un gros outil Excel aussi dans OneDrive pour noter toutes les actions à poser et réaliser dans un tableau de suivi dans lequel il y avait aussi des réflexions. Alors, tout est condensé dans ce tableau-là. Et finalement, nous avons documenté nos échanges en enregistrant chacune des rencontres Zoom pour en conserver des traces. Alors, on a 13 heures de rencontres par vidéo qui se sont échelonnées, comme on le voit, entre le 24 juin et le 8 novembre. Dès le départ, on a identifié le modèle d'ingénierie ADI en visant une approche très pragmatique, c'est-à-dire de développer rapidement et en continu un prototype qui s'est progressivement raffiné pour apporter des solutions aux besoins ciblés dès l'analyse, dès la rencontre 1. Et l'enregistrement des rencontres a permis d'identifier les actions posées et de les classer dans chaque phase de cette ingénierie pédagogique-là. À chaque rencontre, on était toutes les deux et on voit comment elles se dispersent dans le schéma. Il y a la rencontre 1 qui a servi à l'analyse, on n'y revient plus après à l'analyse, et chacune des rencontres porte un peu sur différentes étapes. Et il y a eu beaucoup de travail entre les deux. Je te laisse la parole, Chantal. Donc oui, entre l'analyse et le design, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de travail de regarder ce qui se faisait déjà à l'UQAR, qu'est-ce qui était disponible, comment est-ce qu'on pouvait transformer ça. Et entre le design et le développement, ça a été de transformer les désirs, les besoins en un prototype un prototype réaliste. Après le développement, là, à ce moment-là, c'est plus Lucie qui rentre en ligne de jeu parce qu'elle l'implante dans son cours, elle observe et elle note les modifications à faire qui ont été par la suite évaluées lors de l'évaluation dans les rencontres 6 et 7. Je remarquerai aussi, je vous ferai remarquer que dans le développement, les rencontres, quand on était vraiment en train de créer, les ressources de l'UQAR aussi ont été mises à contribution. Donc, l'équipe de technopédagogie, le service des technologies informatiques, ont été sollicités pour différentes étapes, mais c'était Chantal qui pilotait vraiment chacune des étapes, chacune des démarches entre nos rencontres qui étaient, elles, toujours en duo. Alors, dans la phase d'analyse, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines diapos, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans chacune des phases selon nos perspectives. D'abord, moi, ce qu'il fallait savoir lorsque Chantal a commencé à me questionner, c'est que j'ai déjà de l'expérience en formation à distance. Ça fait quand même quelques années que je supervise dans un dispositif hybride et à distance et je connais Moodle. Les stagiaires, donc les apprenants, sont aussi familiers avec la formation à distance depuis le début de leur formation. On n'a pas besoin de produire comment aller chercher un mot de passe puis comment rentrer dans Moodle. C'est déjà organisé. Ils connaissent leur portail et l'environnement numérique d'apprentissage. Déjà, dans le cours qui était déjà développé, dans le cours stage, il y a des activités d'apprentissage et il y a des ressources numériques qui sont présentes. Donc, on ne part pas d'un cours en présence pour s'en aller à distance. On veut développer un cours qui est déjà hybride et à distance. Et pour ma part, l'autre élément très caractéristique, c'est que moi, j'ai atteint ma limite d'innovation autonome. J'ai besoin d'un accompagnement plus soutenu. Oui, je pourrais encore continuer à regarder des formations et des choses comme ça, mais j'ai plus de difficultés à regarder moi-même mes outils
pour essayer de les faire évoluer vers autre chose. Puis je suis prise dans le guide de 50 pages. J'ai plus d'idées, j'ai besoin d'aide. Et l'aide sera Chantal. Je te laisse la parole. Donc, comme technopédagogue, ce que j'ai dû faire, c'est me mettre en écoute active pour essayer de bien comprendre les besoins de l'enseignante. Ensuite, d'établir quels sont les acquis numériques et pédagogiques qu'elle a et jusqu'où elle veut aller. Donc, on l'accompagne d'où est-ce qu'elle est et où est-ce qu'elle veut s'en aller. Il a fallu aussi regarder au niveau de l'établissement. Qu'est-ce que l'établissement proposait? Qu'est-ce que Lucie était en accord ou à l'aise d'utiliser? Parce qu'il y a des outils qui demandent un peu plus d'apprentissage que d'autres. On a fait des choix au niveau de l'efficacité et de la facilité pour sauver du temps, au niveau de l'organisation pédagogique, parce qu'on c'est pas vraiment un cours où ce qu'on apprend, c'est plus un cours de stage. Donc, on est plus axé sur la réflexion et les travaux des étudiants que sur l'apprentissage de nouvelles connaissances. Donc, il a fallu que je propose des outils qui pouvaient donner des valeurs ajoutées au niveau pédagogique. Oui. Alors, je te laisse la parole pour le design. Oui, c'est vrai. Donc, la dispo 8, c'est pour le design. Donc, quand on est arrivé dans le design, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transféré les besoins en design. Donc, les deux premiers besoins que Lucie avait, qui étaient très clairs, qu'on ne passait pas à côté, c'est qu'on devait granulariser le guide de stage pour l'intégrer au complet dans Moodle, pour qu'il n'y ait plus de documents à côté, que toutes les informations soient posées dans un ordre précis. Et aussi, on avait un côté esthétique et agréable de mettre de vue en image. Ce que je lui ai proposé et qui a été accueilli avec beaucoup de joie, c'est des contenus multimédia, soit des PowerPoint narrés ou des Powtoons qui présentent différents éléments, ce qui évitait à Lucie de répéter à chaque étudiant les consignes et l'étudiant, il voulait les revoir, les consignes pouvaient les revoir au moment où est-ce qu'il y en avait besoin ou à répétition. Donc ça, c'était une valeur ajoutée. Une autre valeur ajoutée qu'on a développée, c'est qu'au lieu d'avoir un travail sur l'observation d'un stage, l'étudiant devait faire un travail, mettre le fichier audio et tout ça, et c'était très complexe comme format pour ce qu'on voulait obtenir comme résultat. À la place, on l'a changé comme un test en ligne où est-ce que l'étudiant, oui, s'observe, mais ajoute tout de suite ses réflexions et les questions sont déjà intégrées dans le test en ligne. Donc, ça évite tout le format de travail et une perte de temps et on se concentre sur le but ultime qui était l'autoréflexion. Il y a d'autres propositions que j'ai faites qui ont été refusées pour différentes raisons, soit qu'on n'était pas prêt, soit que ça ne s'adaptait pas au cours. Je pense que comme technopédagogue, oui, il faut proposer des choses, mais il faut aussi respecter le choix de l'enseignant pour différentes raisons. Il y a un choix, il y a quelque chose que je trouvais qui était très important, c'est de proposer des tutoriels aux étudiants et à l'enseignant pour que par la suite ils puissent réutiliser de session en session. Mais on a été agréablement surpris parce que l'UQAR avait déjà produit ces tutoriels-là. Donc, tout ce qu'on a eu à faire, c'est rajouter les liens. Voilà. Ensuite, on est passé au développement. Donc, dans le développement, ce qui est important pour moi, c'est de faire un prototype pour vérifier si ce que j'avais compris du projet était bel et bien ce qu'elle voulait. On a été chanceux, on était bien alignés toutes les deux. Donc, le prototype a permis de vérifier des choses. On a pu le modifier, ajouter des fonctionnalités. Puis, un prototype aussi, ça sert à l'enseignant de réaliser c'est quoi qu'il y a dans Moodle, c'est quoi qui est possible de faire, puis dans quel ordre. Il y a eu des belles surprises, il y a eu des choses qu'on a mis de côté, puis c'est normal. On était en développement, donc il fallait proposer des alternatives. Voilà. Au final, on n'a pas révolutionné le monde de la formation à distance hybride. Les changements qui ont été apportés ont été centraux et ont vraiment pu modifier la façon dont le cours s'est organisé et la façon dont j'ai pu superviser et offrir les informations aux étudiants. Dans la phase de développement, c'est la dernière. Alors, moi, je suis entrée en action quand le prototype a été vraiment construit sur le Moodle de l'UQAR. J'ai renommé des fichiers, j'ai élagué des choses. Chantal avait créé plus de 90 liens à travers toutes les ressources qui devaient être disponibles pour les stagiaires. J'en ai jumelé, j'en ai effacé. J'ai vérifié les consignes aussi parce qu'un guide disait parfois aller dans les annexes, rendez-vous sur Moodle pour avoir le document. Alors, il a fallu arrimer toutes les consignes, ce que j'ai fait. Et j'ai produit un diaporama avec commentaires et une vidéo d'accueil ça semble peu,
mais ça a tellement changé de choses pour moi et les stagiaires dans le mode de communication des informations et eux, la façon dont ils avaient accès à toutes les données et leur mise à jour de mon côté. Alors, juste par exemple, ce que ça donne pour une activité. Hein, avant, dans le stage, il y avait donc le guide de 53 pages pour le stage 1 et pour l'activité 3, il y avait cette structure-là spécifique sur Moodle. Donc, quelques mots sur l'activité. J'avais déjà des vidéos. On voit des ressources, 2 gabarits Word, et là, il n'y a rien qui est, c'est tous les fichiers qui sont là, et un dépôt d'activité. Donc, c'était très à la base. Une fois que Chantal m'a aidé et a créé des outils médiatisés différents, bien, à peu près une dizaine de pages au début du guide a été mis dans la section accueil. Donc là, qui commence par une vidéo qui présente le stage, une présentation du cours, comme je le disais, avec des commentaires audio, le plan de cours, des pantounes, et ça se termine là. L'étudiant a l'ensemble des informations nécessaires pour commencer son cours tout de suite sur Moodle. La même activité 3 se présente maintenant comme ça. On trouve encore en haut un fichier de présentation de l'activité et le dépôt, mais pour tout le reste, les consignes, les ressources et tout ce que l'étudiant a besoin pour réaliser son activité sont en lien Word Online ou directement en lien vers un site. Donc, la mise à jour de tout ça est facilitée et c'est surtout aussi granularisé. La tâche est comprise sur une section de Moodle et il a tout là, il n'y a plus à feuilleter un guide et à le faire correspondre à des consignes en plus sur un environnement numérique. L'implantation s'est faite le 31 août 2021 et comme toujours, quand j'ouvre un cours, je reste vigilante. On a toujours des étudiants lanceurs d'alerte qui vont nous dire « Madame, ça ne marche pas », qui vont nous envoyer un message « Je ne comprends pas ». Effectivement, j'ai eu une excellente lanceuse d'alerte qui a été confirmée par un deuxième. Il y avait beaucoup de liens qui ne fonctionnaient pas. Et par la suite, avec Chantal, on a réussi à expliquer pourquoi. Mais moi, déjà le premier matin, j'ai rétabli des liens et pendant le cours, je n'ai plus eu besoin de le faire. Ça a fonctionné à partir de là. Alors, c'est l'implantation, je la considère comme une réussite. Pour ce qui est de l'évaluation, on a mis un sondage en ligne plus vers la fin du trimestre. On n'a eu que 50% de taux de réponse sur 15 participants. Ils ont tous été très enchantés de la façon et satisfaits, pas juste enchantés, ils ont été très satisfaits ou satisfaits de la façon dont ça se présentait. Et j'ai implanté la façon de réfléchir le stage et de le présenter dans un autre cours cet hiver où j'ai encore des stagiaires, donc je vais refaire un sondage d'appréciation de l'environnement numérique prochainement. Et finalement, on arrive à la fin. Favoriser la collaboration dans l'intégration du numérique m'apparaît assez essentiel, même si on a de l'expérience, même si on est habitué à le faire, parce que c'est Bates qui nous dit ça à la fin dans un de ses écrits, c'est que le personnel enseignant ne peut pas être expert en tout, on n'est pas des super-héros. Et même si j'avais des outils déjà, j'étais arrêtée dans mon développement professionnel et Chantal est vraiment venue ajouter quelque chose et m'aider à réfléchir autrement. Son apport a été central pour la suite de mes cours. Ensuite, la technologie devrait alléger la charge de travail et non l'augmenter. Et c'est vraiment ce qu'on a atteint, je pense, dans ce projet-là, où les différents outils proposés ont permis de diminuer la somme, la charge mentale et la somme aussi de travail à mettre pour préparer le cours chaque trimestre. Donc, un expert technopédagogique qui accompagne un enseignant, ça aide à accompagner au changement. Ça permet de faire une intégration numérique ciblée et bien réfléchie. Puis, il faut favoriser le transfert des pratiques gagnantes et innovantes. Donc, en l'accompagnant le prof, les pratiques qu'on lui propose risquent de se répercuter dans les sessions suivantes. Puis, en même temps, en faisant de l'accompagnement, on se trouve à faire de la formation du prof au moment où est-ce qu'il est et on essaie de l'amener où est-ce qu'il veut aller. Donc, il y a eu plusieurs transferts, il va y avoir plusieurs transferts dans d'autres cours et suite à cette expérimentation-là, on a établi une liste de questions que le technopédagogue peut se poser lorsqu'on fait l'analyse, lorsqu'on fait le design et lorsqu'on fait le développement. Et ce qu'on se rend compte dans cette expérimentation-là, c'est sûr que ce sont des questions au niveau du projet en tant que tel, n'est pas exhaustive. Si on avait un projet d'apprentissage, les questions pourraient être légèrement différentes, mais je pense que pour un technopédagogue qui commence l'accompagnement, ça pourrait être un bon transfert de pratique.
Remarquez qu'à la fin de chaque rencontre, il y a une petite phrase clé qui s'appelle évaluer la rencontre. C'est important pour le technopédagogue d'aller chercher le pouls avec l'enseignant qui l'accompagne. Est-ce qu'il va trop vite? Est-ce que ça correspond à ses besoins? Est-ce que c'est là où il veut aller? Est-ce qu'il y a un respect entre les choix et les propositions? Donc, l'accompagnement, c'est vraiment un lien de communication. Voilà. Alors, si des gens veulent consulter après on ne les présentera pas, hein, le but n'est pas de les lire ici. Là. Si des gens veulent utiliser ou voir le diaporama après, il est disponible et les questions recensées à partir de nos rencontres sont énumérées. Alors, merci beaucoup. Merci. Merci à vous deux, Lucie et Chantal. Il nous resterait quelques petites minutes. Si vous avez des questions participants dans le chat ou à micro ouvert, ça nous fera plaisir pour les 5 prochaines minutes d'y répondre. Il y avait déjà une question puis un commentaire qui avait été écrit. Là, je peux vous le dire. André Loisel nous dit qu'un développement enseignant et concepteur pédagogique peut aussi être une solution gagnante. Et cela ouvre la porte à beaucoup plus de solutions technologiques. Oui, on est tout à fait d'accord. Puis, il y a l'autre question, c'est question de curiosité. Pour l'ENA, avez-vous expérimenté avec Lara? On n'a pas expérimenté avec Lara parce qu'on a pris les outils que l'UQAR nous propose. Donc, l'UQAR travaille avec Moodle, avec Office 365. Ils ont intégré Panopto dernièrement. Donc, on essaie de suivre ce que l'UQAR nous propose, puis on essaie de trouver les meilleures façons de les utiliser. Et c'était une demande de ma part, d'avoir le moins possible d'outils externes, d'outils qui ne sont pas supportés par l'établissement pour rester dans la dimension éthique de mon enseignement, de l'enseignement aussi et de la conservation des données et pouvoir aussi être supporté par l'équipe en place parce que l'équipe de technopédagogie de l'UQAR est très active, donne beaucoup d'informations. Donc, je veux rester avec les outils qui sont disponibles là. Les participants, bon, 2 choses sur le sondage. Disons que les stagiaires en enseignement professionnel, juste pour les situer, ce sont des enseignants qui travaillent généralement à temps plein. Ils sont en enseignement à 100%, ils font un stage en plus. Ils sont très sollicités. On était en temps de pandémie, donc le numérique leur sort par les oreilles. Le taux de participation ne m'a pas surpris particulièrement et non, je ne voulais pas contraindre des participants à répondre au sondage parce que on les contraignait déjà dans plusieurs activités. J'ai pu recueillir des informations orales de la part de ces gens-là. Il y en a qui m'ont fait des commentaires qui n'ont pas pu être pris en compte dans le sondage, mais ça venait confirmer non plus. C'est un stage 1 aussi, des stagiaires qui n'avaient jamais vu un tel environnement numérique ni qui pouvaient comparer. Présentement, j'offre un stage à des finissants, donc ils ont vu d'autres structures de cours Moodle. Je vais aussi leur soumettre le sondage, on verra s'ils vont participer davantage. On a une question ici, est-ce qu'il était possible de contraindre les participants à répondre au sondage? On ne voulait pas ça. Non, c'est ce que j'ai dit, je ne voulais pas ça. Et Séverine, est-ce que vous avez suivi ou envisagé de suivre les interactions avec l'ENA, notamment dans l'achèvement des activités dans Moodle? Les stagiaires pouvaient cocher ce qu'ils étaient, mais on n'est pas là. Ça serait comme une autre recherche de regarder ce qu'ils font, à quel moment ils le font, comment ils utilisent ces outils-là. Ça sera un très, très beau projet de recherche pour aller regarder maintenant le point de vue de l'utilisateur. Là, on était vraiment sur le point de vue très égocentré un peu sur la formatrice superviseur et pour la technopédagogue, notre collaboration. Génial. Merci beaucoup, Lucie Dionne, Chantal Desrosiers, pour votre présentation. Ça s'intitulait « S'affranchir d'un guide de stage, pratique de collaboration pour le développement d'un environnement numérique ». Merci à vous. On serait rendu, on est vraiment dans le temps. 9h58, on va y aller avec notre 3e et dernière présentation, celle de Patricia Michaud, qui est professeure en sciences de la gestion à l'UQAR, et de Marc-Olivier Tivierge, qui est chargé de cours à l'UQAR depuis 8 ans. Ça s'intitule « Des outils pédagogiques suscitant l'engagement des étudiants dans une classe inversée en FAD ». Bonne présentation, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci aux présentations précédentes qui étaient très intéressantes. Nous sommes en sciences de la gestion, donc nous sommes davantage ici dans une recherche-action. Dans le cadre de la maîtrise, Marc-Olivier étant chargé de cours, il était
en 2020 à la maîtrise par cumul en sciences comptables. Donc, c'est son projet d'études là, dans le cadre de la maîtrise. Donc, des outils pédagogiques suscitant l'engagement. Nous vous parlerons dans un premier temps. Oui, ce que je voulais vous mentionner aussi, c'est que le projet a été financé par les projets d'intégration pédagogique des personnes chargées de cours de l'UQAR et à travers également les projets FADIO. Le contenu de la séance, on va vous mettre un petit peu en contexte. On va vous expliquer l'objectif du projet, un petit peu de théorie sur l'engagement et sur la classe inversée. Et nous vous parlerons là, principalement de nos outils pédagogiques développés dans le cadre du cours, ainsi que les résultats du sondage et les dimensions de l'engagement et les résultats du sondage. Les questions principales utilisées dans le cadre du projet à la maîtrise étaient les suivantes. Quels outils pédagogiques ont été les plus utilisés et les plus utiles dans le cadre du cours? Et quelle est la mesure de l'engagement perçue par les étudiants? Donc, ici, on est du côté de l'engagement, du côté des étudiants. L'objectif est, oui, et du côté de la théorie, Marc-Olivier. Oui, peut-être juste du côté du contexte qu'on a passé rapidement. Nous étions à l'automne 2020, donc c'était la première session en contexte de pandémie. Mais il faut se rappeler que précédemment, nous avions déjà pensé faire ce projet pédagogique dans le but de développer des outils asynchrones dans un premier temps qui seraient offerts sur Moodle. Mais le projet a été plus substantiel, hein, de fournir des outils asynchrones, mais également de faire du synchrone avec nos étudiants en direct là, pendant le cours à l'automne 2020. Donc, tout d'abord, on parlait d'une classe inversée, puis on traitait de l'engagement. Donc, peut-être important de définir qu'est-ce qu'une classe inversée. Donc, une classe inversée, c'est le concept dans lequel que l'étudiant va faire son apprentissage avant le cours ou va faire une bonne partie de son apprentissage de manière autonome avant le cours, ce qui fait que durant le cours, on va utiliser le cours pour ancrer davantage les connaissances et de faire comme dans le cas, nous autres, on faisait des exercices, de faire des échanges entre les différents étudiants, entre les étudiants et les enseignants. Donc, on est plus en mode pratique dans le cours, puis moins en mode théorique. Au niveau de l'engagement, ben, c'est un concept qui est très proche de la motivation, mais c'est différent un petit peu. Donc, l'engagement fait plus référence à l'énergie que l'étudiant va investir dans le cours. Donc, si je reprends la motivation, par exemple, la motivation, je pourrais avoir mon père qui me paye une belle voiture pour aller à l'université parce qu'il est fier, son gars va à l'université, donc ça me motive à aller à l'université parce que j'ai une belle voiture. Mais c'est pas parce que j'ai une belle voiture que je vais nécessairement mettre beaucoup d'énergie dans mes cours. Donc, là, la différence entre l'engagement et la motivation. Donc, comme mentionné aussi dans la première présentation de Michel et Séverine, donc l'engagement, ce n'est pas un trait de personnalité, donc ça fluctue, ça varie selon différents éléments. Donc, selon Liam, Wong, Yang et Liu, donc ça varie selon des facteurs contextuels et des facteurs personnels. Donc, facteurs contextuels, contexte pédagogique, donc le cours en soi, et les relations sociales, l'environnement social qui gravite autour de l'étudiant. Puis il y a aussi des facteurs personnels, des croyances motivantes, donc en quoi croit l'étudiant. Donc, tout ça va influencer l'engagement de l'étudiant et qu'on souhaite va donner des résultats positifs sur le rendement scolaire de l'étudiant. Nous, au niveau du développement de nos outils pédagogiques, on en a ciblé quelques-uns davantage. Donc, au niveau du contexte pédagogique, au niveau des outils, on a davantage ciblé comme de vouloir avoir des outils qui vont amener l'étudiant à avoir un certain défi. On avait aussi un cas intégrateur qui amenait proche d'une situation réelle, donc qui appliquait selon un cas qui intégrait la matière, qui l'amenait à se plonger dans une situation qui était proche de la réalité. Aussi, on avait un livre qui amenait une certaine curiosité. On voulait aussi, parce que c'était une classe inversée, qu'il y ait une certaine autonomie dans son apprentissage qu'il devait faire au départ. Puis, il y avait une certaine forme de reconnaissance qui était donnée avec des jeux de questionnaires que l'étudiant devait faire à la suite de chacune des séances pour valider qu'il avait vraiment compris. Au niveau du côté social, ben, c'est sûr qu'au niveau du côté social, on a visé deux plus particulièrement, donc le soutien de l'enseignement, nous soutenir nos élèves
et le soutien des pairs. Donc, on voulait que le co-intégrateur, il le fasse en partie, ensemble, en sous-groupe, en classe, pour qu'ils puissent avoir des échanges puis se soutenir entre eux autres. Ce qui est souvent important, le côté social, on l'a tous vécu un peu durant le COVID, là, ça a été plus dur, donc de ramener, de leur donner la possibilité d'avoir des échanges entre eux autres, puis de développer un soutien des pairs. Au niveau des croyances motivantes, donc l'orientation des objectifs, donc ça, celui-là est un petit peu plus dur à toucher, mais d'aller rejoindre les objectifs de la majorité des étudiants, l'auto-efficacité que chacun des étudiants sentent qu'il va pouvoir y arriver, puis l'attribution des efforts que lorsqu'on fait des auto-évaluations ou lorsqu'il y a des évaluations, mais qu'il a l'impression que le travail qu'il a fait lui permet d'obtenir des bons résultats. Au niveau des sondages effectués parmi les 96 étudiants, nous avions 3 groupes, Lévis-Rimouski, dans le cadre du cours. Nous avons effectué des sondages concernant les outils pédagogiques. Est-ce que les étudiants l'ont utilisé, à quelle fréquence, et l'utilité perçue par les étudiants. Au niveau de l'engagement, dont nous parlerons un petit peu plus tard au cours de la séance, nous avons visé les 3 dimensions de l'engagement de Mme Géraldine Elporn, la dimension comportementale, la dimension sociale et la dimension émotionnelle cognitive. Nous vous les présenterons un petit peu plus tard là, au cours de la séance. Nous commençons avec les outils pédagogiques. Donc, les outils pédagogiques sont assez variés dans ce que l'on a développé. Pour les fins de la séance de ce matin, nous vous présentons les résultats de 3 d'entre eux, du fait que pour ces 3 éléments, il y a un petit peu plus de réflexion que l'on a eu à effectuer post-mortem après le cours, là, dans le but d'améliorer nos trimestres suivants. La plateforme de cours intuitive, nous discuterons également des guides de lecture et du jeu questionnaire formatif. Concernant la plateforme de cours intuitive, nous utilisons Moodle, étant donné que nous sommes là à l'UQAR, nous utilisons Moodle et nous voulions avoir un design, des pictogrammes dans le but que l'étudiant se sente vraiment là, pour avoir une plateforme intuitive qui soit facile à utiliser. Pour nous aider, nous avions le Centre de pédagogie universitaire de l'UQAR avec nous, les technopédagogues qui sont géniales à l'UQAR. Nous avons suivi des formations de leur part et nous avons également eu la chance de les rencontrer de façon individuelle dans le but de comprendre comment là, placer les liens en dessous là, de ces pictogrammes. Ici, vous voyez le résultat d'une séance parmi l'ensemble du cours. Donc, nous avons cette séance-là, là, des opérations intragroupes avec quelques pictogrammes. Donc, nous avons le forum de discussion, le guide de lecture, le pictogramme qui annonce qu'il y a des capsules à visionner, des capsules qui sont d'au maximum 5 minutes, qui ont été granularisées également là, pour faire un petit clin d'œil à la présentation précédente de tout à l'heure. Ensuite, nous avons le forum, le cas intégrateur OVLIPAT et le retour en haut là, de la page web. Concernant les résultats pour la plateforme, il y a du positif et il y a du négatif. Bien entendu, les étudiants n'ont pas tous la même façon d'apprendre. Donc, parmi les bons coups, on voit que la plateforme conviviale, elle est agréable. On choisit ce qui me convient. Je choisis ce qui me convient. Les activités sont diversifiées. Quelques-uns préfèrent le type d'enregistrement à distance plutôt qu'une séance synchrone. J'aime car je reçois un encadrement tout en pouvant travailler à mon rythme. Mais par contre... C'est sûr qu'on ne peut pas toujours faire l'affaire de tout le monde. Donc, il y en a qui trouvaient que, dans le fond, dans notre approche initiale, on avait verrouillé l'accès au module suivant. Ils devaient compléter les jeux questionnaires puis compléter certaines étapes avant d'avoir accès au module suivant. Ce qui a créé pour certains un irritant parce que ça venait freiner un petit peu de flexibilité de faire ça dans l'ordre qu'ils voulaient bien le faire. Il y en a qui avaient l'impression que c'est une classe inversée, de faire l'apprentissage avant, ils avaient l'impression d'apprendre tout seul. Donc, on voit que le métier d'étudiant, on viendra plus tard, mais le métier d'étudiant, des fois, était très différent de ce qui avait été habitué dans le cours précédent, que c'était plus une approche classe standard. Et parmi les pistes d'amélioration qui ont été testées à l'hiver 2021 par Marc-Olivier, étant donné que tu enseignais deux cours à l'hiver 2021, on en a profité pour, encore dans un contexte pandémique,
avec des cours complètement à distance, synchrones et asynchrones. On en a profité pour améliorer ou essayer certaines variations là, de ce que l'on avait offert à l'automne. Donc, ici, vous voyez l'aspect visuel du cours qui a été modifié avec un parcours pédagogique plus clair. Nous pensons qu'il est plus clair, toutefois. Là. Donc, vous voyez là, les activités préparatoires le avant la séance synchrone, ce que les étudiants vont faire pendant la séance, et les travaux effectués après la séance. Donc, chacune des semaines a été bâtie de cette façon. Donc, autre outil pédagogique qu'on a développé, dans le fond, les guides de lecture. Comme on était dans une classe inversée, il y a une portion d'apprentissage important qui doit se faire avant la séance synchrone. Donc, les étudiants doivent absolument faire de lecture. Ce n'est pas qu'on se soutient qu'ils ne font peut-être pas toujours dans une classe normale, mais là, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils fassent de lecture. Donc, on devait les accompagner là-dedans. Donc, on a développé des guides de lecture pour cibler davantage ce qui était important. Puis, les guides de lecture, c'était comme sous forme de questions qu'on leur posait des questions qu'ils devaient répondre suite à leur lecture. Donc, les résultats, donc l'utilisation de l'outil, environ 73 dans le 3/4 qui l'ont utilisé. Au niveau de l'utilité de l'outil, 66,1 Donc, on a un petit peu moins scoré au niveau de l'utilité de l'outil. Ils ne trouvaient pas ça nécessairement utile. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit au niveau de leurs commentaires? Donc, il y en a qui étaient très contents. Donc, évite de perdre du temps en phase le plus important. Donc, le guide de lecture lui permettait de cibler exactement où mettre l'emphase dans la lecture. Favorise l'assiduité d'avoir un guide de lecture à remplir. Ça fait aussi qu'on oblige à lire le chapitre. Ce n'est pas vraiment l'intention qu'on voulait les obliger, mais ça amène à faire vraiment nos lectures puis à amener une certaine régularité à ce niveau-là. Tu fais bien de le mentionner, Marc-Olivier, parce qu'on ne les a pas obligés. Hein? C'était vraiment pour les aider dans leur lecture qu'on avait développé les guides de lecture, du fait qu'un des étudiants en début de session nous avait manifesté sa peur, sa crainte de lire un livre parce qu'il n'avait jamais lu de livre, il faisait juste écouter le prof en classe. Donc, c'est un petit peu pour ces étudiants-là là, qu'on avait décidé de développer des guides de lecture. Parmi les moins bons commentaires, là, des étudiants qui indiquent que ça prend du temps, mais qui n'y voient pas les bénéfices, ou quelqu'un qui nous dit « c'est inutile parce que je le remplis, mais je ne m'en sers pas après pour étudier ». Alors, parmi les améliorations possibles à l'hiver. Donc, aux améliorations, on a testé 2 choses à l'hiver, étant donné que je donnais 2 cours. Donc, on a testé dans un premier cours qu'on a fait un guide de lecture précomplété. Donc, on avait la question dans un document qui était comme un genre de solutionnaire, puis on avait un exemple de réponse à la question que la personne devrait être en mesure de répondre suite à la lecture du chapitre. Dans le deuxième cours, le cours numéro 2, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a remplacé le guide de lecture par les objectifs de lecture. Donc là, c'était plus des questions, c'est qu'est-ce que tu devrais avoir retenu suite à tes lectures. C'est qu'on voit que dans le cours 1, ça a beaucoup mieux fonctionné. Donc, l'utilisation 81 donc 7,4 des gens qui l'ont plus utilisé. Puis, l'utilité perçue, 16,9 de plus, donc ils amenaient 83 Donc, les gens, dans le fond, qui n'avaient déjà un pré complété, ça les a aidés, dans le fond, dans le cheminement, dans leur réflexion. Peut-être qu'il y en a qui ont décidé d'utiliser juste le pré-complété, mais ils l'ont quand même plus utilisé. Au niveau des objectifs de lecture, on voit que ça n'a pas vraiment fonctionné. L'utilisation, ça a baissé de moins 12 donc ils l'ont encore moins utilisé qu'ils l'utilisaient avant. L'utilité perçue a quand même monté un petit peu, donc ils sont s'en servis plus comme un outil de savoir qu'est-ce que je dois lire dans mon chapitre. Ça ne leur permettait pas de valider, par exemple, s'ils avaient bel et bien vraiment compris ce qu'il y avait à comprendre. Le jeu questionnaire formatif. L'objectif des jeux questionnaires qui étaient formatifs, c'était de valider les connaissances avant de passer au module suivant. Donc, c'est sûr qu'à l'automne, ce que l'on avait fait, c'est qu'on voulait obliger l'étudiant à valider ses connaissances en obligeant, avec Moodle, là, en obligeant l'étudiant à le remplir, le jeu questionnaire formatif, avant de passer à la semaine suivante. Donc, oui, c'est ça. Donc, l'utilisation, c'est sûr qu'elle est à 100% parce que c'était obligatoire. Par contre, un élément qui nous fait réfléchir, c'est que l'utilité perçue est de 86,4%. Certains nous disent que c'est très pertinent, les quiz, que c'est constructif, ça permet de valider la compréhension et aucun stress d'évaluation. Cette personne-là, elle a aimé le fait que ce soit formatif. D'un autre côté, il y en a qui nous ont dit c'est formatif, ça prend beaucoup de temps, puis ça ne me donne pas de points. Donc, il y avait le sentiment qu'il n'était pas récompensé, il n'y avait pas de paye le jeudi qui venait avec ça. Donc,
il y en a qui ont trouvé ça trop long pour quelque chose qui était formatif, il aurait aimé que ça donne des points, puis ça bloquait le module suivant. Donc ça, c'était le gros irritant, là, ça les empêchait d'avoir accès au module suivant. Donc il y en a qui disaient, moi, j'aimerais mieux le faire juste avant l'examen pour faire ma révision, mais là, ils ne pouvaient pas. Ils devaient le compléter avant de faire le module suivant, donc ça créait un certain irritant. Et suite à cette expérience-là, à l'hiver, les contrôles de cheminement ont été abandonnés. Donc, l'étudiant peut faire les quiz quand il le veut ou ne pas les faire. Au niveau de l'engagement des étudiants, donc on a regardé deux recherches principalement. On a regardé la recherche de Mme Séverine Parent qui est ici aujourd'hui, puis on a regardé aussi la recherche de Géraldine Elporn. La recherche de Mme Parent portait sur vous me corrigerez, je ne suis pas correct, là, mais l'utilisation des outils numériques dans le cadre d'une classe active, tandis que la recherche de Mme Géraldine Elporn était dans le cadre d'une classe hybride, donc une classe qui avait à la fois des séances synchrones et asynchrone. Donc, et il y avait déjà, on a utilisé son questionnaire et ses dimensions parce que dans le fond, il y avait déjà un questionnaire qui était tout déjà testé d'avance, puis que ça ressemblait exactement à ce qu'on faisait dans notre cours, donc du travail à faire asynchrone et du travail à faire synchrone. Donc, on a utilisé les dimensions comportementales, sociales, émotionnelles et cognitives. Et il y avait aussi, on a quand même, il y avait les dimensions étaient quand même assez proches entre les deux recherches. Donc, on a utilisé quand même les deux recherches quand même. Oui, donc la dimension comportementale, qu'est-ce que c'est? La dimension comportementale, selon Séverine Parent, c'est l'étudiant qui pourrait être proactif, qui pourrait expliquer la matière du cours aux autres étudiants et solliciter des rétroactions de la part de l'enseignant. Donc, la dimension comportementale, on s'en est quand même bien sorti, là, 91% en moyenne, là, quand on fait la moyenne de tous les libellés ici. Pour ce qui est de la dimension sociale, c'est l'étudiant, ce sont les interactions entre collègues à l'intérieur ou à l'extérieur du cours, les échanges, la considération par les pairs. C'est l'étudiant qui va développer des liens de confiance ou relationnels, des liens relationnels avec les pairs. On a un score très mitigé là, de 51%. C'est la dimension qui a le moins bien réussi. Et nous réfléchissons, c'est un petit peu difficile de départager aussi le fait que nous étions dans un contexte de pandémie avec une obligation pour l'étudiant de suivre son cours à distance. Donc, quelle est la part attribuable au cours ou attribuable à la situation de leur vie qui était hors de notre contrôle? On ne peut pas le savoir ici. Par contre, ce que l'on peut réfléchir, ce sont des pistes d'amélioration pour les prochaines sessions. Donc, au niveau de la dimension émotionnelle et cognitive, en moyenne, 74% quand on fait la moyenne des libellés que vous avez ici. Le cognitif, l'aspect cognitif, ça, c'est l'étudiant qui se développe des stratégies d'apprentissage, qui se développe des stratégies métacognitives également, dans le cadre du cours ou dans le cadre de sa vie d'étudiant. Et l'aspect émotionnel, c'est le plaisir, l'intérêt qu'il a envers le cours, l'intensité de son travail envers le cours également. Donc, au niveau des abonnements apportés à l'hiver, on s'est vraiment concentré sur la dimension sociale, qui était la moins performante de toutes nos dimensions. Donc, le but dans l'automne précédent, la session précédente, c'était qu'on s'était dit, ils vont avoir le co-intégrateur, ils vont travailler ensemble en équipe, ils vont dire, youhou, on a la chance de passer du temps ensemble. Et finalement, ça n'a pas vraiment donné ça, parce que là, ils n'étaient pas tous rendus au même moment, ils arrivaient pour travailler ensemble dans le co-intégrateur. Ils ne se voyaient pas nécessairement en dehors du cours, donc des fois, ils étaient avec des gens qui n'avaient pas nécessairement d'affinité ou qui n'avaient pas développé de relations sociales par ailleurs. Donc, on a changé un petit peu la méthode. Donc, on a repris le cas intégrateur dans le cours 1 et on les a fait travailler en équipe, mais en dehors du cours, puis il fait choisir les équipes avant le cours. Donc, ils travaillaient ensemble en dehors du cours, sur la plateforme de leur choix, soit en ligne, soit en présentiel à partir de l'université, puis ils devaient réaliser le travail de session à l'extérieur du cours, qui était le cas intégrateur. Dans le cours 2, ce que j'ai fait, c'est que c'était plusieurs petits TP. Donc, j'ai étalé plusieurs petits TP qu'ils devaient faire en équipe tout le long de la session. Donc, là, tout le long de la session, à l'extérieur du cours, ils devaient se rencontrer en sous-groupe, en équipe, puis avancer, faire le travail de session.
Qu'est-ce que ça a amené comme amélioration? Donc, si on regarde dans le cours 1 qui faisait, c'était seulement la première partie du cours, donc ça a amélioré de 29 ce qui nous a amené à 80 de moyenne. Et dans le cours 2, dans lequel il y avait des TP tout le long de la session en équipe, ça les a amenés à 84 donc une amélioration de 33 Ce qu'on pense, puis encore là, on n'a pas vraiment questionné cette question-là, mais qu'est-ce qu'on pense? C'est le fait qu'ils pouvaient le faire au moment qu'ils voulaient, en dehors des heures de cours. Donc, ça donnait beaucoup plus de flexibilité. Ils choisissaient deux équipes. Donc, tout ça a fait que finalement, ils ont pu échanger de façon sociale davantage, s'améliorer la dimension sociale. Donc, on en a parlé tantôt au niveau du métier d'étudiant aussi. Donc, parce qu'on s'est rendu compte au niveau du métier d'étudiant, c'était probablement pour la plupart d'entre eux la première fois qu'il y avait un cours en ligne et en classe inversée aussi. Donc, c'était un méchant changement pour eux autres qui avaient toujours été habitués. Moi, dans tous les cours que j'avais donnés avant aussi, pour moi, c'était un changement parce que tous les cours que j'avais donnés avant, moi, normalement, je donnais 3 heures de théorie, puis on parle plus vite à la fin parce qu'on a beaucoup de diapositives à passer. Puis après ça, l'élève retourne chez eux, fait ses exercices, puis éventuellement se présente à un examen vers la mi-session. Donc, on a un peu bouleversé ça, ce qui a amené l'étudiant un peu à avoir des plus puis des moins par rapport à ça. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'à l'hiver, dans le cours 1 à l'hiver, c'était les mêmes étudiants que j'avais eus à l'automne. Donc, les autres étaient déjà habitués à ce style d'apprentissage-là. Puis, juste dans les scores que ça donnait, on a vu qu'il y avait une amélioration. Puis, on sentait dans les commentaires que les étudiants nous disaient que c'était déjà mieux du fait qu'ils l'avaient expérimenté. Puis là, ils comprenaient mieux comment ça fonctionnait. En guise de conclusion, qu'est-ce que l'on retient de cette expérience-là? L'équilibre, difficile à atteindre entre l'encadrement versus l'autonomie des étudiants, du fait que nos étudiants n'apprennent pas tous de la même façon. Donc, d'essayer de varier justement là, les activités pédagogiques dans le but d'offrir un ensemble, un baluchon d'activités pédagogiques pour convenir à tous les besoins ou presque. Également, un meilleur parcours pédagogique, que ce soit plus clair pour l'étudiant, ce que l'on va faire avant, pendant et après un cours, dans le but de faire en sorte que les étudiants, quand ils se retrouvent en séance synchrone ensemble, soient au même endroit ou presque. Il y aura toujours des gens là, qui ne font pas nécessairement toutes les activités avant, mais du moins de faire en sorte que la séance synchrone soit utile et que l'étudiant n'ait pas l'impression de perdre son temps. Donc, ça, c'est un élément que l'on a réfléchi. Ensuite, c'est un danger. Le nombre élevé d'outils pédagogiques, c'est un avantage, mais c'est également un danger de perception pour l'étudiant d'être surchargé et de vouloir tout faire. Donc, pour l'enseignant, c'est de bien expliquer que ce n'est pas comme un buffet all you can eat. Ce n'est pas un buffet, c'est vraiment de choisir les outils qui sont les plus pertinents pour chacun et peut-être même de donner des exemples d'outils, d'amalgame d'outils qui peuvent convenir à différents besoins. Et dans les prochaines sessions, nous utiliserons le fabuleux site de Séverine et Michel, le FOVEA. L'utilisation de FOVEA en temps réel permettrait d'avoir de l'information à chaque semaine de la part des étudiants, une rétroaction à chaque semaine sur, par exemple, une activité bien précise que l'on veut sonder ou sur l'engagement ou peu importe. Là, on a vu dans une autre présentation que c'est très varié. On peut nous-mêmes écrire nos questions dans FOVEA. Puis ça permettrait aussi d'accélérer notre amélioration parce que là, quand on fait notre évaluation juste à la fin du cours, ben là, on peut juste faire des modifications juste à l'autre session. Puis des fois, quand c'est la session de l'automne et la session d'hiver, ben, vous connaissez tout ça, le délai d'amélioration est très court. Donc, des fois, ça va juste à l'autre année d'après. Donc, là, de le faire au fur et à mesure puis d'avoir un retour rapide, ben, ça permet de s'améliorer beaucoup plus vite. Là. Merci beaucoup pour votre attention. Période de questions, j'en ai vu plusieurs passer là, dans le chat. Merci Marc-Olivier, merci beaucoup Patricia. Il y avait quelques questions, commentaires que je peux vous lire si vous le souhaitez. Je commencerai avec ce que Valérie Lévesque vient de nous écrire, super intéressant. Elle dit « Je suis une ancienne étudiante en sciences comptables de l'UQAR, Lévis. J'ai enseigné en technique de comptabilité et de gestion. J'ai moi aussi utilisé la classe inversée comme stratégie d'apprentissage. Et ça fonctionne très bien, même au collégial, mais demande beaucoup plus d'implication de l'étudiant dans ses apprentissages comparativement à une approche plus traditionnelle. Vos résultats démontrent l'importance de l'accompagnement du prof dans ce changement de méthode d'apprentissage, l'importance de la planification, mais j'apprécie particulièrement les commentaires sur l'autonomie souhaitée par les étudiants dans le parcours. Après tout, ils sont en enseignement supérieur. Merci pour ce partage concret. » Merci Valérie.
Merci. Piste de réflexion de Séverine Parent qui dit que peut-être que l'aspect social gagnerait davantage à être associé à l'aspect émotionnel. Oui, Séverine, voudrais-tu expliquer ton commentaire, s'il vous plaît? On a une Oui. spécialiste d'engagement. Oui, d'abord, Patricia et Marc-Olivier, merci beaucoup pour votre présentation. J'étais d'ailleurs en train d'écrire une question dans le clavardage. Peut-être que je pourrais, après le complément d'information, la poser. Mais moi, j'ai l'impression que l'aspect social colle davantage avec l'aspect émotionnel, puis l'aspect cognitif est plus de l'ordre des stratégies d'apprentissage, tandis que le social, c'est apprendre ensemble, puis l'émotionnel, selon certains, ce serait la partie où est-ce que c'est le lien que tu as avec la matière, avec l'enseignant, puis avec tes pairs. Mais à partir du moment où tu es avec l'enseignant puis les pairs, il y a quelque chose de plus social. C'est ça, moi j'ai l'impression que peut-être le découpage des aspects ou des dimensions a fait en sorte que certaines questions auraient pu se retrouver dans d'autres catégories. Puis ça dépend toujours aussi de comment ça tombe dans la classe aussi, parce que l'autre aspect, c'est on leur demande est-ce que tu as pu parler avec des collègues de cet aspect-là? Mais est-ce qu'en classe, on leur a donné l'occasion de faire ça? Des fois, c'est un non. Non, je ne l'ai pas fait parce que ça ne me tentait pas, mais non, je ne l'ai pas fait parce qu'on ne me l'a pas demandé. Fait que, il y a comme un deuxième tour de roue de contexte à donner à ces questions-là, tout dépendant de ce qu'on leur a demandé de faire avec les collègues, avec la matière. Mais moi, je pense que les dimensions, c'est ça, le découpage est à réfléchir. Est-ce que ça répond à ta question qui était la question, Patricia? Oui, merci, Séverine. C'est très apprécié comme commentaire là, venant de ta part. Merci, on va le noter. Est-ce que je peux poser ma question, Maxime? Oui, absolument. Vas-y, Séverine. Je pense que, comme Valérie le disait, vous démontrez tout l'accompagnement de l'enseignant dans ce changement de posture-là. Puis c'est vraiment, puis je donnerai le même commentaire là, que la présentation précédente. C'est intéressant de documenter ce qu'on fait puis comment on le fait. Vous parlez beaucoup de votre posture. Je me demandais, est-ce que dans le changement que vous avez fait, vous préparez les étudiants? On sent que les étudiants sont accompagnés dans ce changement de posture-là actif, mais est-ce que vous les préparez? Est-ce qu'au début du cours, vous leur dites hey, voici comment ça va se passer, ça va changer votre façon de faire. Parce qu'on sent que vous les accompagnez bien. Moi, ma question est plus sur la préparation de changement de posture. Effectivement, avant, à l'automne, on avait été plus rapide, dans le fond, dans la présentation, mais les sessions qui ont suivi, dans le fond, on a vraiment, le premier cours, c'est vraiment qu'on explique comment ça fonctionne, on explique qu'il y a beaucoup d'outils, on explique que les outils ne sont pas tous à faire, qu'on n'apprend pas tous de la même manière, ils ne sont pas tous à faire dans le même ordre selon l'apprentissage. Donc, le premier cours, dans le fond, c'est plus dans le phénomène, on redéfinit un petit peu le métier d'étudiant, c'est quoi, puis on représente davantage mieux les outils pour que l'étudiant puisse faire les bons choix le plus rapidement possible, pour que ça aille le mieux possible pour lui. Oui, au début de l'automne 2020, si on se situe là, hein, à l'hiver 2020, tout avait arrêté, dans le fond. Donc, au début de l'automne 2020, on retourne à distance à 100%. Ce qui est arrivé, c'est beaucoup de l'individuel de mon côté, là, pour ma part, avec mes deux groupes, là, des gens qui étaient très, très nerveux, très stressés en voyant le format de la pédagogie du cours, là. Donc là, j'y allais peut-être plus de façon ciblée, mais ça prend beaucoup plus de temps, effectivement, qu'une belle mise en bouche là, au début de la session. Oui. Excellent. Merci, Séverine, pour la question. Une dernière question pour vous, Marc-Olivier et Patricia. Vos outils coup de cœur, ceux qui seraient à conserver précieusement. Est-ce que c'est bon? Non, je pense que Maxime, ça a coupé, mais je vais répondre à ta question, dans le fond. C'est la question de Cynthia au niveau des outils coup de cœur. Je dirais que c'est pas vraiment un outil particulier, mais parce que moi, je me rends compte de mon côté, ce que les élèves aiment beaucoup, c'est la flexibilité. Donc, on n'a pas parlé dans les outils qu'on a utilisés, mais l'enregistrement des cours, les capsules. Ça amène une flexibilité que l'étudiant, il est à distance. Des fois, on a des outils à distance, on se rend compte qu'on a peut-être plus de personnes qui ne font pas nécessairement juste aller à l'école, ils travaillent en même temps. Donc, la flexibilité, je me suis rendu compte que d'offrir beaucoup d'outils, des enregistrements, beaucoup d'outils qui peuvent le faire quand ils veulent. Et je sens que les étudiants ils ont vraiment aimé ça, la flexibilité que ça amène.
ce qui est intéressant avec la flexibilité et les enregistrements de l'automne 2020, c'est qu'à l'automne 2021, en présence, en classe, on les a quand même réutilisés. Hein, ça a quand même permis aux étudiants de réécouter des cours d'une façon différente parce que c'était le cours de l'année précédente. Mais ça a été quand même bien apprécié là, dans nos évaluations d'enseignement. Pour ma part, mes outils coup de cœur, je dirais que c'est la simulation comptable que j'affectionne particulièrement là, du fait que comme professeur, d'utiliser une simulation comptable en présence, que ce soit de façon médiatisée ou en classe active, là, ça permet de pratiquer la théorie. Donc, ça permet de faire comprendre des concepts très théoriques, des fois très poussés, étant donné que c'est un cours de 3e année au baccalauréat en sciences comptables. Là, il y a des notions là-dedans quand même assez complexes. Donc, en utilisant une étude de cas, ça permet de simplifier ou de dédramatiser des fois certaines notions théoriques, là. Donc, ça, c'est probablement mon coup de cœur le plus... mon best one.